parole aux collègues de Tours. Est-ce que tu prends la main sur l'écran? Oui, je vais laisser Mélissa prendre la main. Tape ton micro qui est coupé, Mélissa. C'est Mélissa qui prend la main. Donc mais c'est moi qui parle au début et après, Mélissa prend la main au niveau de l'écran. Ça marche. Oui, alors merci. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi on est là? Pourquoi vous êtes là? J'ai vu passer, c'est Thierry, qui est le VP numérique de Tours, l'université de Tours, qui avait publié sur son LinkedIn une enquête que vous avez fait, ou une demi-journée autour de cette enquête, de cette restitution, et j'ai trouvé les données, la méthode super intéressante, et j'ai dit, il faut que vous veniez présenter ça. Et la Team Tour, moi je les appelle la Team Tour, ils ont réagi au quart de tour, dit ok, on est là. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Mélissa et moi, nous travaillons au sein d'un pôle qui s'appelle le pôle enquête et qualité des formations, qui est l'équivalent de l'observatoire de l'université de Tours pour celles et ceux qui ont des OVE dans leurs universités ou des observatoires d'insertion. On a les mêmes missions, on fait tout ce qui est enquête auprès des étudiants et des diplômés, donc auprès des étudiants pour savoir comment ça se passe quand ils sont chez nous, les campagnes d'évaluation des enseignements et des formations. Et puis, on fait toutes les enquêtes de devenir, donc des sortants de l'université et des diplômés de l'université. Et de manière ponctuelle, on effectue également des enquêtes sur les conditions d'études et les conditions de vie des étudiants. Et en janvier dernier, on a lancé une assez grande enquête, une grosse enquête sur les pratiques de travail universitaire des étudiantes et des étudiants. Donc, ce n'était pas une enquête uniquement sur l'IA, mais vous allez voir, il y a de cette partie dont on va vous parler, qui est la partie sur l'IA, mais il y avait d'autres thématiques qui étaient abordées, puisqu'on voulait essayer de comprendre comment travaillent les étudiants, comment révisent les étudiants, quelles méthodes ils mettent en œuvre, sur quelles ressources ils s'appuient, avec quelles pratiques, la gestion du temps, l'organisation, etc. Et ce qu'ils utilisent l'IA dans le cadre de leur pratique de travail universitaire. Et donc, c'est particulièrement, juste pour revenir sur un peu notre organigramme de service, donc ce pôle enquête et qualité des formations, il est inclus, c'est un des pôles du centre d'accompagnement à la pédagogie pour les enseignants. Donc, on travaille beaucoup avec nos collègues conseillers pédagogiques et ingénieurs pédagogiques, et notamment pour la conception de cette enquête, on a travaillé avec eux. Et en effet, comme le disait Christophe, donc, il y a quelques semaines, le pôle accompagnement du centre d'accompagnement à la pédagogie a organisé une demi-journée sur l'évaluation des étudiants à l'ère de l'IA. Et dans ce cadre, ils nous ont invités à présenter les premiers résultats issus de cette enquête. Donc, c'est une enquête qui a été menée en janvier-février 2025, qui a rassemblé autour de 3500 réponses. Donc, on avait contacté un peu plus de 20 000 étudiants et on a réussi à avoir 3500 réponses exploitables. Depuis tout à l'heure, je dis on, mais c'est un travail qui a été mené par Mélissa Gatsoup avec les autres collègues en appui. Mais donc, c'est à elle que je vais laisser la parole, puisque c'est elle qui a mené cette enquête et qui est en train d'analyser les résultats actuellement et qui a commencé par cette partie sur l'IA, ce qui nous permet, je vois Thierry Boire qui arrive, c'est parfait, ce qui nous permet d'intervenir aujourd'hui, c'est donc d'avoir en avant-première un petit peu exploité toute la partie sur l'IA. Ah oui, dernière petite chose à indiquer sur l'enquête de manière générale, c'est qu'au-delà des thématiques sur les pratiques de travail, on va pouvoir également, c'était une enquête qui n'était pas anonyme, on a volontairement interrogé les personnes en ayant leur numéro étudiant pour pouvoir ensuite croiser les résultats. Donc là, on va pouvoir le faire à l'automne avec la réussite à l'année. Donc, on aura encore une autre exploitation des résultats l'année prochaine, puisqu'on va pouvoir croiser un petit peu toutes les données collectées avec est-ce que l'étudiant a réussi ou non son année. Voilà, je te laisse la parole, Mélissa. Ouais, merci Marion et merci pour l'invitation. Du coup, je passe rapidement puisque Marion a déjà évoqué un petit peu le contexte de l'enquête. Donc, on a interrogé tous les étudiants de la PAS, licence, LP, BUT, Master, études de santé jusqu'à la 6e année. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un panel représentatif aussi de l'ensemble de l'université. Donc, pour commencer, un premier constat suite à l'enquête, les étudiants et étudiantes de notre université ont massivement adopté les IA génératives
dans le cadre de leur apprentissage, puisque toutes filières confondues, on voit que 78% déclarent donc les avoir utilisés au moins ponctuellement, et près de 31% déclarent les utiliser chaque semaine. Donc, on a essayé de croiser un petit peu avec certaines variables. Donc, on voit que les variables socio-démographiques, comme le genre, le type de bac, la mention bac, en fait, elles ont peu d'impact sur les taux d'usage. Par contre, les différences significatives qu'on va observer, c'est surtout selon la filière et le type de diplôme préparé. Donc, comme vous pouvez voir, avec des taux d'usage qui sont quand même plus élevés dans les études d'ingénieur, dans les IUT et en master par rapport à la licence. Et on a aussi des différences selon nos composantes. Donc avec notamment l'utilisation particulièrement soutenue dans notre école de management, donc à l'IAE, à l'EPU, à la Polytechnique, dans les IUT. Et à l'inverse, on voit qu'en médecine et en ASH, donc arts et sciences humaines, et au CESR, donc on retrouve davantage de non-utilisateurs ou plutôt des usages aussi plus occasionnels. Donc, je vais passer rapidement sur les outils utilisés. Donc, à l'époque, on avait ChatGPT qui arrivait largement en tête, donc avec 93% des étudiants qui déclarent utiliser l'IA, qui utilisent ChatGPT, suivi de DeepL, donc un outil de traduction. Hop. Donc, concernant les usages possibles de l'IA en apprentissage, donc nous, on en avait identifié 14 en amont au préalable dans l'enquête, avec une dernière catégorie autre qui permettait aux étudiants de s'exprimer aussi sur des usages auxquels on n'avait pas pensé, qui n'étaient pas couverts par l'enquête. Donc, on a vu que cette catégorie, elle avait été beaucoup utilisée donc, pour signaler aussi des usages en lien avec des révisions comme la création de QCM, d'exercices ou de fiches de révision. Donc, on n'avait pas pensé à ça, mais finalement, c'est quand même quelque chose qui est assez utilisé aussi par les étudiants. On voit qu'en moyenne, donc, les étudiants ils déclarent à peu près 3 usages et demi différents donc, sur les 14 proposés. Et sans surprise aussi, le nombre d'usages il est fortement corrélé à la fréquence d'utilisation. Donc, on passe de 2 usages moyens chez les utilisateurs très occasionnels à presque 5 chez ceux qui l'utilisent chaque semaine. Donc, plus on l'utilise, plus on a un usage aussi qui est diversifié. On a aussi tenté de grouper ces usages finalement en grandes catégories. Donc, vous voyez sur le graphique de gauche, c'est vraiment les 14 usages et à droite, en fait, les catégories qu'on a créées, donc selon la finalité des tâches effectuées avec l'IA. Donc, en tête, on va retrouver quand même les usages qui vont être liés à la compréhension et à l'analyse, donc avec principalement qui sont utilisés pour comprendre un sujet ou des concepts, qui est l'usage qui est le plus cité avec 59% des étudiants donc, qui déclarent cet usage-là. En deuxième position, on a la production de contenu, qui est citée par 57% des étudiants, et avec dans ces usages, donc plutôt la reformulation ou l'amélioration d'un texte comme usage dominant du coup dans cette catégorie. On voit dans la production de contenu que finalement rédiger du texte sans rien d'autre et ne rien faire d'autre du texte, ne pas le retravailler, etc. C'est 16%, donc un usage qui est quand même moins élevé que tout ce qui va être de reformulation, amélioration, de générer un plan ou un premier jet d'un travail qui sera réécrit ensuite. On pourra revenir après si vous avez des questions. Hein, j'essaie de balayer à peu près tous les résultats de l'enquête. Donc ensuite, on a questionné les étudiants aussi sur les bénéfices perçus. Donc finalement, les principaux avantages perçus donc, de l'IA, de l'utilisation de l'IA concernent avant tout un gain de temps. On voit que 93% des étudiants ont un avis favorable donc, à cet égard. Suivi par le sentiment d'efficacité générale. Donc pareil, 71% des étudiants sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord pour dire que les IA les rendent plus efficaces dans leurs études. On voit quand même, en revanche, que l'impact positif sur les résultats académiques qui va susciter des avis un petit peu plus partagés, hein, puisque là, il y a la moitié des étudiants utilisateurs des IA qui estiment que cela améliore leurs notes. Donc, c'est quand même assez partagé. 46% qui considèrent que ça favorise le développement des compétences et 42% qui jugent que cela améliore donc leurs capacités rédactionnelles. Donc, c'est un petit peu plus mitigé. Tendanciellement, on voit que les filières où l'IA sont les plus utilisées, c'est celles où aussi les bénéfices sont les plus reconnus, ce qui n'est pas surprenant. Donc, il y a des différences qui vont émerger par composante. Vous pouvez voir sur le tableau de droite, selon les composantes de l'université, on observe aussi un petit peu des tendances.
On a aussi calculé à partir en fait de ce tableau un score d'enthousiasme. Oui, on a appelé score d'enthousiasme, c'est-à-dire qu'on va attribuer des points selon l'échelle d'accord. Donc on constate que ce score il augmente aussi avec la fréquence d'utilisation. Donc il a atteint 11 points pour des utilisateurs très réguliers contre 7 pour des utilisateurs très occasionnels. Voilà, et plus sur les bénéfices perçus. Euh, Alors, voilà, malgré un recours important à l'IA chez les étudiants et des bénéfices perçus, notamment en gain de temps et en termes d'efficacité, on voit quand même que les étudiants, ils identifient des limites ou des craintes par rapport à l'utilisation de l'IA en apprentissage, puisque seuls 12% des répondants donc, déclarent n'en identifier aucune parmi les 9 qu'on a proposées. Donc en moyenne, les étudiants, ils mentionnent près de 3 craintes différentes et ce chiffre, il va être plus élevé aussi chez les non-utilisateurs ou les usagers très occasionnels, même si on va observer quelques exceptions. Et on voit que la limite la plus répandue est la crainte que les informations délivrées par les IA soient erronées, donc finalement des craintes liées à la fiabilité des IA. On a aussi quand même des peurs assez importantes, des craintes qui sont liées à la perte d'autonomie ou de motivation, qui sont aussi largement répandues, puisqu'en fait, quand on a quelques items qui se réfèrent à ça, donc la perte d'autonomie, la crainte de ne pas pouvoir s'en passer, la perte de motivation, qui sont quand même des items qui ont été quand même assez cités par les étudiants. Donc on va voir aussi que le nombre de craintes en moyen selon les composantes, il varie aussi. Hop. Et enfin, on a aussi questionné des éléments un petit peu de cadrage, des besoins de cadrage ou des représentations des étudiants. Donc, on voit que globalement, donc, les étudiants ils reconnaissent que les IA offrent de nouvelles perspectives dans les apprentissages et le développement des compétences, puisqu'ils sont plutôt d'accord avec ça. Mais ils sont aussi majoritaires à souhaiter finalement un encadrement de l'utilisation à l'université. On a quand même 78% des étudiants qui estiment que l'université doit fixer des règles d'usage. En revanche, donc une interdiction des IA, elle reste très impopulaire auprès des étudiants. Donc c'est plutôt un besoin de cadrage, savoir comment utiliser finalement les IA, ce qu'il est possible de faire ou pas. Donc les utilisateurs très occasionnels, ils expriment aussi une plus grande volonté de régulation. Ils sont presque 90% à être favorables à la mise en place de règles, contre 65% des utilisateurs hebdomadaires. Et il y en a aussi 33% qui soutiennent l'interdiction parmi ceux qui l'utilisent jamais ou très occasionnellement. On voit aussi dans les réponses ouvertes, elles suggèrent aussi des avis un petit peu plus nuancés, donc selon les usages spécifiques et aussi le degré d'autonomie de l'utilisateur, notamment sur les questions de tricherie. Ce qui va jouer aussi beaucoup, c'est un petit peu le degré d'autonomie qu'on a eu par rapport à l'IA. Enfin, les avis sont un petit peu plus nuancés dans les réponses ouvertes. Et pour terminer, alors je ne vais pas vous montrer cette slide, mais plutôt celle-ci. Donc en fait, on propose une visualisation un peu du positionnement des différentes composantes de l'université. Donc avec sur l'axe horizontal, donc les taux d'utilisateurs, et à la verticale, le nombre de craintes exprimées. Donc, plus on est en haut, plus on exprime des craintes. Et sur l'axe horizontal, donc plus on est à droite, plus on utilise l'IA. Donc, ça permet un petit peu d'observer des tendances. Donc, avec en bas à droite des composantes qui ont largement recours à l'IA, en général sur des usages qui sont assez diversifiés et qui expriment moins de craintes que les autres. En haut à droite, on va avoir des utilisateurs aussi réguliers, mais qui expriment plus de craintes. Donc là, c'est assez marrant, par exemple, de voir un peu la polarisation aussi des IUT. L'IUT de Blois, chez nous, qui a plus orienté, on a de la mesure physique, réseau et télécommunications. À l'IUT Tours, on a aussi plus de SHS, donc de sciences humaines et sociales, de l'information communication. Donc avec des usages qui sont, des étudiants qui utilisent beaucoup l'IA, mais finalement qui l'IUT de Tours émet un petit peu plus de craintes et de limites sur l'usage de l'IA. Voilà, on a aussi des composantes comme ASH et lettres et langues où ils expriment un peu plus de craintes et ils utilisent aussi un peu moins l'IA. Et enfin, en bas à gauche, on a aussi des disciplines qui utilisent moins, mais qui finalement sont moins, expriment aussi moins de craintes. Notamment, on peut par exemple voir en médecine, il y a beaucoup d'utilisateurs très occasionnels.
Mais en même temps, il pense aussi que les IA offrent de nouvelles perspectives dans les apprentissages et le développement des connaissances. Donc, c'est certainement en lien aussi avec peut-être le développement de l'IA dans médecine, tout simplement, qui offre voilà, certainement des perspectives. Je pourrais vous décrire un peu plus encore les spécificités de chaque composante, mais je vois que le temps passe, donc peut-être si vous avez des questions, on peut revenir sur certains points. Merci. Ouais, super présentation, super péchu. La Team Tour, ils ont assuré. J'ai mis dans la discussion les données que vous m'avez données, mesdames, la dernière fois quand on a préparé ça, où toutes les données, ce que tu viens de présenter, qui sont accessibles. Vous avez fait un Sphinx ou un truc comme ça sur une page où il y a toutes les datas. Bon, j'ai trouvé très intéressant. Donc, vous avez vu les informations. Déjà, c'est complet. Et ce qui est intéressant, c'est l'hétérogénéité qu'on observe en fonction des cultures, des formations entre les ingénieurs et puis les sciences humaines. Donc, on a une diversité dans les usages, dans les pratiques, dans les réflexions. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et ben, si vous avez des questions, on se laisse 5 minutes pour les questions. Alors, comment ça, il n'y a pas de questions? En tout cas, juste pour préciser, le lien que Christophe a mis dans la conversation, ça vous renvoie en effet vers un rapport interactif qui est bien détaillé avec, il y a les graphiques et il y a une analyse sur chaque page. Enfin, vous aurez vraiment plus de détails. Voilà, c'est complet. Ça donne envie de vous embaucher à IA for Sub comme enquêtrice pour IA for Sub. Ici, il y a François Rouel de Brest, l'université de Brest, qui a une question. Vas-y, François. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez commencé à tirer des conclusions, de vos conclusions, des conclusions pratiques, hein? Est-ce que ça a un impact sur la manière dont vous allez enseigner, dont vous allez contrôler les connaissances, etc. Tu veux que je réponde, Mélissa? Oui, je te laisse répondre, Marion. Alors oui, ça a un impact dans le sens où parallèlement à cette enquête, à peu près sur la même temporalité, il y a eu un travail de fait sur la conception d'une charte sur les usages de l'IA au sein de l'Université de Tours, donc une charte qui concerne et tout le monde, et les enseignants, et les étudiants, et les personnels administratifs. Donc cette charte, il y avait un groupe de travail composé d'un de nos collègues conseillers pédagogiques qui a donc pu utiliser, mettre à disposition nos résultats dans le cadre des discussions qui ont lieu, et la charte a été votée en CFVU. Voilà, donc c'était concordant à ça. Après, je crois que Thierry Brouard est là aussi. Peut-être qu'il peut, s'il souhaite, s'il a d'autres éléments pour compléter pour l'aspect un peu plus politique. Mais en tout cas, on sait que les personnes qui ont fait partie du groupe de travail sur la charte ont également eu accès à nos résultats. Et pour les cas d'usage que vous avez notés, est-ce que vous avez envisagé des projets, notamment pour aider les étudiants dans leurs apprentissages, leur permettre de réviser, de revoir, etc. Je prends un exemple. À l'Université de Brest, on est en train de tester Glaster. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une solution d'une petite société française qui permet de manière assez anonyme à un étudiant de s'identifier comme étant 10, on va le dire, comme ça, et dynamiquement de reformuler les contenus qui lui sont présentés sur un Moodle. Ça permet par exemple de faire du Falk, ça permet par exemple de supprimer toutes les couleurs pour les daltoniens, etc. Donc, ok, intéressant. De votre côté, est-ce que vous avez des actions du même ordre qui sont envisagées? Alors, nous, ce qui peut être un peu, à ma connaissance, je ne peux pas vous citer d'exemple. Après, au niveau du centre, des collègues du pôle accompagnement, en tout cas, il y a des formations sur des outils spécifiques IA qui sont menées. Après, au niveau des composantes, il y a parfois et là, on a moins de visibilité.
puisqu'il y a des choses qui se passent au niveau des composantes et pas en centrale, et ça remonte pas forcément jusqu'à nous. Voilà, nous c'est vrai qu'on est un peu dans le côté observatoire, on fournit des données, on essaye de se tenir informé d'à quoi elles servent, mais c'est pas notre service en tant que tel qui va mettre en œuvre ce genre d'initiative. Je peux rajouter éventuellement un petit mot, hein. Moi, je suis Thierry Brouard, je suis le vice-président de l'université à Tours, en charge notamment de l'IA. Alors moi, je suis plutôt sur la partie informatique. Il y a une collègue qui, elle, est positionnée sur la partie innovation pédagogique. Donc c'est elle qui a mené la réalisation de la charte, là, notamment. Moi, j'étais dans le groupe de travail aussi, mais c'était elle qui était aux commandes de tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment orchestré. Alors pour un tas de raisons, hein, on a lancé ces chantiers-là au mois de décembre, voilà, seulement. Donc ça fait 7 mois qu'on est sur la question. Tout était à faire en gros, et notamment on n'a pas, comment je vais dire, on n'a pas d'équipement particulier. Donc la première des choses, ça a été d'essayer de mettre un cadre un peu à tout ça. Ça a été aussi discuté de sensibiliser les gens à l'usage. Moi, j'ai regardé surtout du côté administration, sachant que j'ai un collègue qui s'intéresse, lui, au côté recherche, et puis ma collègue là, qui est innovation pédagogique fait la partie enseignement. Voilà. Donc là, en gros, on a passé beaucoup de temps à observer, à essayer de cadrer un peu les choses, et puis à partir de septembre, on va essayer de déployer un certain nombre de choses. On fait partie de l'alliance Mistral ESR, donc on va mener une expérimentation. Alors, ça ne va pas être sur le domaine scolarité, ça va être sur le domaine du SWAPS, qui s'est porté volontaire pour mener une expérimentation à base d'IA en lien avec leur activité, les étudiants, les inscriptions, les renseignements et toutes ces petites choses-là. On en fait d'autres sur du domaine administratif. Et puis sur l'enseignement, on va chercher à voir comment est-ce qu'on peut améliorer la production de supports divers et variés pour les enseignants. Donc, là aussi, il y a une expérimentation basée Mistral, hein, sur ce plan-là, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu jeune pour réussir à emmener tout le monde, calmer un certain nombre de craintes, hein, comme dans beaucoup d'établissements. On a des gens qui sont 100% pour et qui se demandent pourquoi est-ce qu'on n'y est pas allé plus vite. Et puis, on a des gens qui sont 100% contre et qui espèrent qu'on ne bougera pas. Voilà. Donc, il faut réussir à, faut réussir à ne pas perdre les premiers tout en ne lassant pas les seconds. Voilà. Merci Thierry pour cette intervention. Il y a Jean-Pierre aussi qui a une question. Jean-Pierre Berthet. Jean-Pierre. J'active mon micro. J'espère que vous m'entendez. Ouais, on t'entend. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup à l'équipe de Tours, hein, pour le travail qui est fait. C'est vraiment intéressant. Ma question, c'est peut-être de savoir si vous aviez prévu de faire le même type d'enquête auprès des enseignants, de manière à voir quelles sont leurs perceptions et leurs usages actuels de l'IA et comment ils voient ça. Je vous donne l'info parce que je sais que ça avait été effectué par des collègues au niveau des écoles de management et qui montraient que la perception que les enseignants avaient de ce que faisaient les étudiants, la perception à l'envers, hein, que les autres avaient, était très différente. Et donc, c'est intéressant de pouvoir croiser les deux. Nous, c'est ce qu'on va faire on a déjà fait des enquêtes, mais on va aller dans ce sens-là à Sciences Po à partir du mois de septembre là. Et je voulais savoir si vous aviez déjà fait ça. Ouais, donc voilà, si vous avez prévu de faire quelque chose côté enseignant. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête prévue vraiment avec des questions un peu développées comme on l'a fait là, avec les craintes, les limites, etc. Après, s'il y a une volonté politique ou un besoin qui se fait sentir, évidemment, nous, on sera partante pour mener ce type de travaux. Il y a les collègues, par contre, du pôle accompagnement qui font des enquêtes sur les besoins en formation des enseignants. Et dans ce cadre-là, ils nous ont posé des questions sur est-ce qu'il y a un besoin en formation, notamment sur l'IA, mais c'est spécifique aux besoins en formation, quoi. Il n'y a pas pour l'instant. Après, je ne sais pas s'il y a une volonté
voilà, politique, là, c'est plus moi, c'est Thierry qui peut répondre à ce genre de questions. Je dois répondre. Désolé, j'ai été distrait. Vous pouvez me reposer la question. S'il y a une volonté de... S'il y avait une enquête de même type qui serait prévue Pour les du côté étudiants, des enseignants, pour les pour enseignants. avoir la perception du côté enseignant. Oui, faudra qu'on l'amène. Et là, sur l'ensemble des étudiants, j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec mon collègue qui fait de la recherche. Ça aurait été intéressant d'en faire une centrée sur les doctorants également, puisque on va essayer de cadrer beaucoup mieux les choses à la rentrée. Et puis, on a un comité d'éthique également avec une chaire IA là, qui vient de s'ouvrir. Donc, il y a plein de gens qui arrivent dans un bon timing. Et l'idée, ça va être aussi de regarder de près aussi l'attitude des doctorants vis-à-vis de la recherche, de l'usage de l'IA dans la recherche. Donc, Oui, oui, tout à fait. il y a les enseignants sont intéressants à faire, les doctorants sont intéressants à faire et sont intéressants à faire pratiquement tous les ans pour avoir aussi une idée de l'évaluation des actions qu'on a pu mener, comment est-ce qu'elles sont perçues, ou est-ce qu'elles ont un réel impact sur le terrain, quoi. Mathieu qui est intervenu, qui a dit qu'il avait fait ce type d'enquête auprès des enseignants. Alors Mathieu, il est VP numérique de l'Université d'Orléans. C'est ça, Mathieu, si j'ai bien suivi. Ouais, c'est bien ça pour tout le monde. Est-ce que tu as publié ça? Il me semble que je l'avais vu passer. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une annonce, mais normalement, il doit être publié. Ouais. Il faudrait que je retrouve. Puis, alors, je pourrais proposer aux personnes qui sont occupées d'intervenir un jour. Mais oui, il doit être disponible quelque part. Ouais, on serait preneur alors pour essayer de faire synthétiser un peu ça. En fait, bon, j'ai pas trouvé qu'il y avait des différences très importantes entre les deux, sauf que effectivement, on constate. Moi, j'avais eu l'impression que les composantes où les étudiants étaient le plus en demande, c'était parfois celles où les enseignants l'étaient le moins, en fait. On sentait un décalage dans certaines composantes. Typiquement, je me souviens que dans des composantes comme le droit, il y avait un décalage entre l'usage des étudiants et l'usage des enseignants. Mais je vais poser le lien là dans la conversation dans un instant. Ça marche. Merci Mathieu. Bon, merci à la Team Tour. Merci Thierry. Merci les filles d'avoir vraiment présenté ce travail. C'est un super boulot. Thierry, merci de m'envoyer plein d'informations. Ouais. Pour les mettre dans faut que je passe plus de temps à mettre moi-même. Bon. Voilà. Mais oui, on se fera une petite séquence d'embarquement, un de ces quatre, peut-être fin juillet. Hein, on aura un peu plus de temps quand on aura le temps. Et donc, merci pour tout ça. Donc, on retrouve les usages. Mélissa et Marion Thierry, ils sont dans la boucle IA4Sup. Vous les retrouvez dans la partie contributeurs pour pouvoir leur coordonner si vous voulez continuer à converser avec eux par la suite.